Le 25 avril 1986, à Tchernobyl, un gigantesque nuage radioactif se répand sur l'Ukraine et, poussé par les vents, fait le tour du monde, provoquant la mort immédiate des premières personnes présentes et celle plus lente des 5 millions exposés aux radiations, atteintes depuis de cancers mortels. Aujourd'hui, le vieillissement des équipements et l'effondrement du système soviétique font de toutes les centrales de l'ex-URSS une menace constante pour l'humanité. Déchets industriels, radioactifs, humains, toxiques, pharmaceutiques. Terre et mer ne sont pas des poubelles. Les polluants tels que le pétrole et les eaux usées finissent par être absorbés par notre environnement. C'est le triste cas des produits toxiques que sont devenus les fluorures. La pollution n'est pas uniquement un problème sur la terre ferme. La gravité agit 24 heures sur 24, 365 jours par an, et elle entraîne les détritus, les eaux usées et les substances chimiques vers les rivières et les fleuves, en direction de leur lieu de dépôt final, les océans. Contaminant sans cesse l'eau douce, nous mettons les baleines et leur habitat marin en grand danger, et nous avec. Il faut agir vite, et de nombreux adolescents ont décidé de prendre les choses en main. Ils veulent s'assurer que le monde dont ils vont hériter possédera des rivières et des océans plus propres. Partout dans le pays, les jeunes font la collecte des détritus, ferment les robinets d'eau et étudient de plus près la manière de protéger leur environnement. À Saginaw, dans le Michigan, de jeunes écologistes ont soumis leurs rivières à des examens et y ont trouvé des niveaux élevés de pollution par les eaux usées des égouts. Ils ont provoqué une prise de conscience à une réunion du conseil municipal de leur ville, puis ont organisé un nettoyage général de la rivière. À Washington, dans le district de Columbia, des élèves ont lancé un programme de recyclage destiné à nettoyer l'environnement et à récolter des fonds importants pour les événements dans leurs écoles. Des adolescents de Hopkinton, dans le Massachusetts, ont demandé à une entreprise locale d'éliminer leurs déchets toxiques afin de réduire les rejets dangereux des substances chimiques qui menacent les rivières en Nouvelle-Angleterre. Vous aussi pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Utilisez moins d'eau et réparez vos robinets qui fuient. Organisez un nettoyage de votre rivière, fleuve ou sentier naturel près de chez vous. Lancez un programme de recyclage dans votre école. Emportez un sac lors de votre prochaine promenade sur une plage et mettez-y les détritus rejetés le long du littoral. Des milliers de mammifères marins et d'oiseaux de mer meurent chaque année après avoir mangé des détritus ou en se prenant dans les sacs en plastique. N'oubliez pas que le recyclage des déchets commence avec vous. Si je ne fais rien pour avoir une eau propre, qui le fera et quand? Le futur de nos océans et des baleines qui y vivent dépend de nous. Έχει μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα θα καταφέρουμε να το καθαρίσουμε, όχι μόνο για την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και κάτω από αυτήν. Η αλήθεια είναι ότι είναι λυπηρό. Ελπίζω κάτι να γίνει γρήγορα. Εδώ ψαρεύαμε, κάνανε μπάνιο τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Τώρα δεν μπορεί κανείς ούτε να πλησιάσει από τη μυρωδιά. À première vue, cela ressemble à de la glace qui dérive lentement sur cette rivière. Mais aujourd'hui, à Bangalore, il fait plus de 30 degrés et ce qui flotte ici, c'est de la mousse toxique. La partie visible de la pollution extrême qui touche toute la ville. Certains jours, le phénomène prend des proportions gigantesques. Cet automobiliste filme lui-même ces montagnes de mousse qui débordent de partout. Et parfois, quand le vent se lève, il neige sur Bangalore.
Sauf que cette neige est loin d'être naturelle. Elle est extrêmement dangereuse. Ce phénomène, c'est le résultat d'un mélange entre les eaux usées des habitations et les rejets massifs de produits chimiques des usines de la région. Ici, rien n'est traité. Ces deux types de pollution cumulées créent cette mousse extrêmement rare. Les résidents ont dû installer des filets pour s'en protéger. Vous voyez tout ça? Les déchets en dessous du pont, c'est tout ce que les gens rejettent. Et parfois ça devient énorme. Ça provoque cette mousse qui s'accumule et qui monte très haut. Alors ils arrosent la mousse pour la faire redescendre. Ce système d'arrosage installé par les autorités est pour l'instant la seule solution pour combattre la mousse. Mais l'odeur est toujours là, après quelques minutes sur place, la peau est irritée. Les vapeurs chimiques menacent la santé des habitants. J'ai eu des problèmes respiratoires. J'ai aussi un enfant en bas âge et à cause de ça, il a aujourd'hui des difficultés à respirer. On a dû... Le Citarum, il est partagé entre 14 millions d'Indonésiens qui utilisent l'eau du Citarum tous les jours pour l'agriculture, pour la pisciculture, pour se laver, parfois même malheureusement aussi pour s'hydrater, et les usines, 500 usines textiles qui déversent leurs eaux usées. Les responsables de cette pollution se cachent dans nos placards, c'est les vêtements, ce sont nos vêtements, c'est ce qu'on met tous les jours. Ini adalah pembuangan limbah, ini juga dari beberapa industri, dari beberapa industri, dan ini menjadi warnanya menjadi red. Merah pekat nih dan masih panas, masih panas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les données du ministère de commerce indonésien pour essayer de récupérer toutes les usines textiles qui travaillent le long du Citarum, pour les localiser sur une carte et essayer de trouver leur déversoir, là où elles rejettent leurs eaux usées. Et quand on n'arrivait pas à les trouver de la route, ce qui est souvent le cas, eh ben on utilisait un drone. Je crois que j'ai repéré l'endroit parce qu'il y a un gros tuyau qui balance de l'eau. Regarde, c'est là. Et donc on a utilisé notre drone pour chercher les rejets d'eau usée, s'approcher, faire des prélèvements de 1 litre, 1,5 litre. Pour produire un t-shirt, il faut en moyenne 40 litres d'eau. Ça comprend la production de coton, mais ça comprend également le passage à l'usine. Une fois que le textile arrive à l'usine, il est nettoyé, il est coloré, on utilise des plastifiants. Et puis il y a des pesticides parce qu'on utilise des insecticides sur les textiles pour que les mites ne grignotent pas les t-shirts qu'on va finalement retrouver chez nous en Europe. Cette eau-là, au fur et à mesure de l'usine, elle va être chargée de ces différents produits chimiques et elle se retrouve à la fin en rejet, et si le traitement n'est pas convenablement fait, eh ben on se retrouve avec une eau polluée, et une eau qui va polluer le Citarum. On a réussi à convaincre un industriel de nous ouvrir ses portes, une entreprise qui s'appelle Gistex, qui est l'un des plus gros producteurs textiles d'Indonésie. Et c'est vrai que le moment où on découvre les installations d'eau usée, de retraitement des eaux usées, je dois dire qu'on était un peu surpris parce que le responsable du site nous dit que pour lui rien de tel que le test du doigt. So this is the water that goes into Citarum? Yes. So is it drinkable? I don't think so. Yeah. You can touch, but for me, visual control is water check, I take, I put in hand. If I don't get itchy, then good. On s'est permis donc de faire des petits prélèvements à la sortie de son déversoir sans qu'il le sache, et nos résultats ont montré une vraie pollution tout à fait différente de ce qu'il prétendait.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فارتقب إنهم مرتقبون « 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui,
La température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Qu'est-ce qu'il nous enseigne l'islam sur ces changements climatiques ou ces changements dans l'environnement de l'humain? Pourquoi? Parce que l'islam, il s'intéresse à l'homme et lui dit voilà ce qui va t'arriver, les changements que tu vas subir si tu ne respectes pas les règles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré un système sur terre qui convient à l'homme. Et pour que l'homme puisse vivre sur terre et s'acquitter de sa mission dans les meilleures des conditions. Mais si l'homme maintenant enfreint aux règles et il déprogramme la terre à ses risques et périls, ce n'est pas la responsabilité d'Allah.